Du CFA vers l'éco, historique, signification et enjeux. 7 pays de la ZMAO et les 8 de l'UMOA totalisent les 15 nations qui composent la CEDEAO. Ont-ils tous réalisé les critères de convergence? La création en juillet de l'éco est-elle alors réaliste? En tout cas, l'économiste Moustapha Kassé prévient, les veilles de modification monétaire peuvent être de grandes attaques spéculatives. Les veilles de modification monétaire peuvent être des veilles de grandes spéculations, de grandes attaques spéculatives. Rassurons nos peuples. En juillet, ce qui va se passer, de toute manière, ceux qui ont des CFA les transformeront en éco dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 655,96 francs. D'accord? Par rapport à l'euro. Toute la vérité sur la feuille de route, évaluation des activités et perspectives avec Bayomar Gueye, professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques, commandeur de l'ordre du mérite universitaire et membre des académies du Sénégal et du Maroc, recadre le débat. Ce sera dans Objection de ce dimanche 28 décembre 2019 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Bayomar Gueye. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Moustapha Kassé. Il est doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et commandeur de l'ordre du mérite universitaire, membre des académies du Sénégal et du Maroc. Monsieur Kassé, bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir encore une fois à l'émission Objection. Merci d'être venu. Je vous remercie à toi particulièrement. Je le dis toujours et je ne suis pas gêné pour le dire, pour le travail que tu as accompli. Parce que les médias ont un rôle fondamental dans précisément l'éclairage des populations. Et les médias peuvent permettre, si bien menés, en réalité de faire exprimer des points de vue importants, particulièrement de la société civile, ou en tout cas des citoyens. Merci donc pour cette invitation et merci également à tes auditeurs qui te sont très fidèles. Merci beaucoup, professeur Kassé. Alors, on parle de l'éco avec les 15 pays de l'UMOA qui adopteront dans les toutes prochaines années une monnaie unique. Cette monnaie porte le nom des échos. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec une question à enjeu, un débat aussi passionné qu'est l'écho. D'où vient ce nom écho? Mais écho, c'est un nom qui a été adopté par les chefs d'État de la CEDEAO. Un peu comme qui dirait l'euro. C'est-à-dire, en fait, c'est la monnaie d'un espace déterminé qui, effectivement, s'appelle l'écho. Et qui renvoie à quelle symbolique? Ah oui, la symbolique maintenant, vous savez, les pays ont différents symboles pour la monnaie. Et même l'écho n'était pas venu comme ça. Certains avaient avancé d'autres noms. Le Vari, pour certains, etc. Et d'autres noms qui ont été avancés. Mais je pense que l'essentiel, c'était de dire en fait que l'écho, c'était ce qu'il y avait de plus neutre pour effectivement pouvoir circuler précisément dans l'espace monétaire de la CEDEAO. Donc c'est là, ce sont les chefs d'État qui l'ont adopté, n'est-ce pas? Maintenant, les raisons sont multiples, mais je pense que c'est comme l'euro, on n'est pas arrivé tout de suite à l'euro. On sait que c'est l'euro. Oui, c'est l'euro. Mais ce n'était pas l'euro, c'était l'écu d'ailleurs. Ah oui, pendant longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, c'était l'écu, c'est-à-dire une monnaie européenne qui avait des mécanismes de fonctionnement très, très précis. Bon, je pense que on ne peut pas, peut-être, on ne peut pas effectivement. C'est aussi un symbole. C'est l'appartenance à. Bien sûr,
bien sûr. C'est pas ici l'objet qui manque aujourd'hui. Oh, je pense pas, parce que personne ne remet en question l'appellation. Je n'ai pas vu, ni dans l'espace anglophone, ni dans l'espace francophone, je n'ai pas vu de remise en question particulière. Ça pose un questionnement quand même. Oui, bon, probablement, mais c'est ce qu'il y a de moins important. Demain, si on estime que de toute manière, c'est pas assez suggestif, et pour les pays, bon, on va changer, on mettra peut-être une autre symbolique. Mais en fait, moi, je me dis au fond, cette appellation est acceptée, passe bien. Alors, professeur Moustapha Kassé, oui, cette monnaie déjà, vous l'avez dit, qui suscite beaucoup de débats. D'abord sur la feuille de route, évaluation du niveau d'exécution de la feuille de route pour le programme de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Vous avez suivi tout ce processus, toute cette trajectoire, cette programmation. Aujourd'hui, en jetant un coup d'œil sur ce document précieux qui fixe justement les orientations du niveau d'exécution. Où en est-on aujourd'hui avec cette programmation? Mais pour faire court, vous avez entendu il y a 2 semaines la ministre nigériane dire simplement nous ne sommes pas prêts parce qu'on n'a pas réalisé les convergences. Il n'y a qu'un seul pays, selon elle d'ailleurs, le Togo. Que le Togo, qui en réalité présente les conditions qui permettent effectivement d'aller à l'éco. Bon, mais quand on jette un coup d'œil sur la fiche aussi d'évaluation, on se rend compte qu'au niveau de la ZMAO, il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que c'est ce qui avait été décidé initialement. Depuis la conférence de Banjul, puis ensuite la conférence de Conakry en 2002, Banjul en 87, la conférence de Conakry en 2002, les chefs d'État avaient décidé. De toute manière, la zone franc avait une structuration autour du CFA. Et qu'il fallait effectivement remettre toutes les autres zones dans une, si vous voulez, dans une organisation qui serait la ZMAO. Qu'est-ce que c'est? La zone monétaire ouest africaine, mais qui n'avait pas une monnaie convertible. Oui. Ce serait le Ghana, le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert, donc la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone, etc. Oui. Donc les 7 États qui en fait avaient des monnaies absolument, je ne dis même pas souveraines ou indépendantes, mais qui avaient des monnaies qui n'avaient pas les mêmes mécanismes que ceux du CFA. Par exemple, parce que la ZMAO n'est pas unifiée. Le Libéria a effectivement ses mécanismes particuliers de gestion de sa monnaie. Le Cap-Vert également. Le Ghana est de même que le Nigeria. Donc, il fallait uniformiser cette zone, savoir si effectivement ils maintiendront l'inconvertibilité ou la convertibilité, etc. Donc c'était justement 7 pays plus les 8 pays du CFA qui donnent 15 pays de la CEDEAO. CEDEAO. Voilà. Et comme les 8 pays de l'UEMOA avaient d'abord un système qui était le système de la zone franc, donc avec le CFA comme monnaie unificateur, les autres, c'est-à-dire regroupés dans le cadre de la ZMAO, devaient effectivement à peu près avoir la même harmonisation, c'est-à-dire se doter de critères de convergence. Là, vous parlez des critères de convergence. Oui. Quels sont ces critères de convergence? Oui, les critères de convergence sont des critères d'abord qui sont les critères nominaux. Ils peuvent être nominaux, ils peuvent être réels, ils peuvent être même structurels. C'est-à-dire, nominaux, c'est des critères qui ont directement un rapport avec la monnaie. Par exemple, le niveau de l'endettement, le niveau du déficit budgétaire, le niveau de l'inflation,
etc. Mais si vous prenez tous ces concepts-là, ce sont des concepts qui sont des concepts monétarisés. Donc c'est pourquoi on va arriver à peu près à ce que les pays aient justement les mêmes critères de convergence à ce niveau-là. Les critères de convergence, c'est aussi les politiques économiques qui sont appliquées. N'est-ce pas? À partir de ce moment, ça nous donne ce qu'on appelle les convergences réelles. Et enfin, les convergences qui sont encore aussi importantes, c'est-à-dire justement les convergences qu'on appelle la convergence structurelle, c'est-à-dire relative maintenant à la stabilité des politiques économiques qui sont appliquées. Mais évidemment, le fait qu'on accepte ces critères de convergence, il faudrait avoir justement une institution de surveillance. Une institution de surveillance et d'évaluation de la réalisation justement de ces critères de convergence. Dans le cadre de l'UEMOA, ça existe. L'UEMOA est bien formé pour effectivement avoir pour la surveillance multilatérale, comme on l'appelle. Cette surveillance multilatérale est bien, elle est très bien faite au niveau de l'UEMOA. Alors, la ZMAO devait effectivement avoir parallélisme de forme, à peu près les mêmes niveaux de convergence. Et de ce point de vue, justement, des niveaux de taux de convergence ont été dégagés respectivement dans différentes réunions des techniciens. Donc, personne ne conteste précisément l'existence de ces critères de convergence dans la ZMAO. Mais le problème, c'était effectivement leur exécution. C'est seulement quand cette zone devait être prête que de toute manière maintenant on en arrive à la fusion des deux systèmes, c'est-à-dire le système CFA et de l'autre côté le système ZMAO. Mais alors, professeur, sur ce point précis, vont-ils alors adopter de façon collective cette nouvelle création aujourd'hui? Oui, mais c'est le problème. De façon collective, on va voir comment les États vont réagir. Si tout le monde n'est pas prêt, alors... il mettait un bémol sur une réserve sur deux éléments de la zone franc. Une réserve. Il pensait que de toute façon, il fallait se déconnecter vis-à-vis, le CFA doit se délecter plutôt du compte d'opération géré par le Trésor français. La parité fixe et l'échange. Voilà, la parité fixe aussi. Bon, c'était pas tellement le grand débat, parce que de toute manière, à l'intérieur de la ZMAO, les pays ont beaucoup de systèmes d'échange. Ils ne sont pas les mêmes. À partir de ce moment, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils disaient, c'est que peut-être il faudrait renégocier en quelque sorte l'arrimage à l'euro à un taux fixe. Bon. Alors, c'était donc les deux réserves fondamentales qu'ils font sur l'autre zone. Mais le problème, tout n'est pas de voir la maladie des autres, on doit d'abord examiner son propre corps pour savoir exactement ce que vous faites. Est-ce que ça a été pertinent? Est-ce que ça vous a donné la stabilité monétaire? Est-ce que... etc. Réponse? Mes réponses, ils ne m'ont pas respecté jusqu'à maintenant toutes les recommandations qui ont été faites par les techniciens qu'ils ont mis en place. Oui. Parce que finalement, tout a été déroulé tout au long. Mais oui, tout a été déroulé, tous les mécanismes ont été clairement établis. Mais je dis toujours que l'histoire de l'euro, c'est véritablement une sorte de serpent de mer. Chaque fois, on a l'impression que de toute manière, les techniciens font le travail au niveau de l'Agence monétaire ouest-africaine, la MAO, et, entre parenthèses, la MAO, c'est rien d'autre que précisément une institution provenant des banques centrales, mais cette fois-ci de tous les pays de la CEDEAO. Donc, je dois dire, peut-être une petite parenthèse, l'idée a été avancée pour la première fois par Ablaye Wade quand il était professeur. C'est lui qui avait dit,
Mais vous ne pouvez pas arriver à l'intégration si effectivement les banques centrales ne sont pas fédérées. Et il le disait à l'époque où la chambre de compensation avait complètement échoué parce que les États à l'époque avaient justement une chambre de compensation qui permettait précisément d'améliorer en quelque sorte le paiement de leurs propres échanges, n'est-ce pas? Mais il s'est trouvé que certains, en réalité, ne respectaient plus ça. Donc, quand ça n'a pas marché, ils ont mis en place la MAO, l'Agence monétaire ouest-africaine. Et toutes les études qui ont été faites, c'était de dégager les mécanismes fédérateurs qui permettent d'arriver à peu près à la monnaie unique. Comme en Europe. Exactement, le système européen a subi à peu près le même étapisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut réaliser à tel moment et à telle période, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la monnaie unique. Mais alors, finalement, s'agit-il d'une véritable rupture ou s'agit-il d'un changement de nom, tout simplement? Au niveau du CFA, mais pas du tout. Moi, je crois que maintenant, mais on a toutes les manettes pour faire ce que l'on veut. Ah oui. Ce sur quoi, la plupart du temps, on n'était pas d'accord. C'était peut-être, moi, depuis 91 jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit, il faut complètement quitter ou modifier précisément ce compte d'opération. Et quand l'euro est intervenu, j'avais attiré l'attention sur la possibilité tout de suite, en tout cas, de déconnecter le franc CFA du trésor français. Mais maintenant, c'est fait. Bon, c'est fait, c'est un pas important. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il restera à faire à régler le problème de la parité. Mais le problème de la parité, tant que dans l'écho, les États qui acceptent les mécanismes, n'est-ce pas, le mécanisme du taux de change fixe et le mécanisme d'arrémage à l'euro, je dis, pour ces États-là, il n'y a aucun problème. Pour ces États, aujourd'hui, si on procède au décompte, ils sont plus nombreux, ils sont 8. Ils sont 8. les autres 7. Oui. Comment vont-ils faire? Mais non, il ne peut pas. Il y a deux possibilités. Oui. Soit ils s'ajustent comme ils ont promis de le faire, en créant cette ZMAO, soit effectivement, bon, ils n'intègrent pas du tout les causes. Et je ne pense pas qu'ils sont dans cette je ne pense pas qu'ils sont dans cette dynamique de refus. Donc, mais les deux possibilités sont mais claires. La divergence, elle est quand même là, professeur Kassé. La divergence, elle est quand même là. C'est dans le modèle d'échange qui n'est pas encore réglé. Mais non, mais c'est réglé. C'est-à-dire le modèle d'échange, on le réglera pas avec la France, on le réglera avec la Banque européenne, la Banque centrale européenne. Parce que la France n'y est pour rien, la France devient un simple membre. C'est là aussi les confusions qu'on met dans la tête des gens. La France n'a plus une banque centrale capable de régenter quoi que ce soit, un quelconque mécanisme. Mais le mécanisme d'arrimage, c'est avec, tout se règle avec la Banque centrale européenne. C'est elle qui donne la garantie, c'est elle qui va effectivement peut-être accepter ou en tout cas négocier justement les formes, si vous voulez, toutes les formes ou tous les systèmes de parité, de toute manière, qui seraient acceptés. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que malheureusement, nous sommes trop faibles. Trop faibles. Nous sommes trop faibles pour le faire. Comment on va le faire? Vous interrogez les PIB. Oui. Qui va vous dire que le Nigeria a les mêmes ajustements à faire que la Gambie? Le Nigeria, avec ses 500 milliards de dollars de PIB, la Gambie, avec ses 979 millions de dollars, qui vous dira que ce sont les mêmes ajustements? C'est-à-dire, en fait, nous avons là des poids économiques
trop inégaux. Il faudrait précisément arriver à peu près légalisation, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le travail préalable qui devait se... Mais non, on ne peut pas le faire au préalable. Au préalable, ce qu'il peut faire, ce sont les études. Les études sont faites, elles sont là. Mais maintenant, il n'y a plus de préalable. Quel préalable? Il n'y a plus aucun préalable. C'est-à-dire que vous avez précisément en main les destins de votre monnaie, qui intègre un système monétaire qui s'appelle l'euro. À partir de ce moment, la France, on dit oui, la France va, mais la France n'y est pour rien, la France n'est que membre de l'euro, peut-être un membre influent, pas le plus influent, parce que l'euro c'est quand même une locomotive à deux. La locomotive la plus influente, c'est effectivement l'Allemagne. Donc, il y a maintenant une banque centrale qui, effectivement, est indépendante. Si nous avons une autre banque centrale, la négociation ne va pas se faire avec la France ou avec n'importe quelle autre autorité, mais avec l'autorité monétaire de l'euro dans laquelle nous appartenons. Cet espace monétaire est unifié. Mais où est la France dedans? Mais rien du tout, la France n'est nulle part dedans. Alors, à partir de ce moment, moi, je suis toujours surpris. Oui, la main de la France, mais il n'y a pas de main de la France. Il y a notre main à nous. Notre main à nous. C'est à nous de dire, effectivement, en fonction de notre système économique, quel est le destin que quelles sont les fonctions que nous voulons impartir, effectivement, à notre monnaie. Ça c'est nous. C'est nous, et nous avons toutes les latitudes de le faire. Les instances décisionnelles au niveau monétaire, c'est nous qui sommes là. Les instances donc si vous voulez des choix monétaires, c'est encore nous. L'interlocuteur avec qui nous allons discuter, c'est un interlocuteur qui n'est pas la France. À partir de ce moment, je me dis, au fond... C'est la Banque Centrale Européenne. Bien sûr. Oui, mais alors, professeur, dites-nous, professeur Moustapha Kassé, la mise en circulation de cette nouvelle monnaie est-elle alors réaliste? Mais elle est très réaliste. Elle est très réaliste dans les mécanismes qu'on a adoptés. Réaliste selon l'agenda qui a été fixé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, on dit qu'il faut être vigilant. Oui, mais ça, vous savez, il faut être vigilant. Vigilant sur quoi? C'est les techniciens qui vont déterminer précisément la suite de l'affaire. Personne d'autre. C'est pas dans la rue qu'on va dire effectivement le taux de change doit être un taux de change multiple avec. Mais ça ce sont les techniciens de la monnaie. Il faut qu'on fasse confiance aux techniciens de la monnaie. On n'a pas le monopole d'un quelconque patriotisme. C'est des gens qui sont techniquement bien outillés, n'est-ce pas, pour effectivement faire ce travail-là. Quel travail ils vont faire dans le futur? De problèmes, probablement, régler la question de la parité. Si la parité, la parité fixe est optimale, bon, à partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on la maintiendrait pas. On peut la faire varier. Mais ça ne dépend ni de la France, ni de personne, ça dépend de nous. Oui. Ah ben bien sûr. En quoi ça peut dépendre de la France? Ça dépend de nous, de dire au fond, maintenant... De choisir une parité flexible. Flexible, et à partir de ce moment, on le négociera pas avec la France, on le négociera avec les autorités monétaires européennes, dans laquelle nous appartenons. À moins qu'on dise, on sort de l'euro. Ça, c'est une autre affaire. Ah oui, mais ce qui est possible aussi. Bien sûr. Mais personne... En tant qu'expert que vous êtes, oui, quelle est la meilleure voie ici? Mais la meilleure voie, c'est celle qui a été prise. Maintenant, le problème, il faut précisément laisser, en quelque sorte, les techniciens de la finance dérouler et régler les problèmes qui sont importants. Professeur, moi, je suis entre la flexibilité et la parité fixe. Puis, dans une économie mondiale qui connaît des variations, quelle est l'option la meilleure aujourd'hui? Mais l'option la meilleure dépendra de la qualité de votre système économique, de votre système productif. Dites-moi, quel est le pays qui applique aujourd'hui en Afrique la flexibilité monétaire? Aucun.
Aucun. Pourquoi voulez-vous aller vers la flexibilité? Si c'était bien pour certains pays, il y a longtemps, les pays qui l'ont appliqué, à un moment donné, l'ont abandonné. Le Nigeria d'à côté. Oui. Pourquoi voulez-vous effectivement dire, bon, il faut que la flexibilité? Je ne vois pas. C'est la nouvelle donne mondiale aujourd'hui. Ah non, c'est pas c'est pas la nouvelle donne mondiale. La nouvelle donne mondiale, c'est effectivement de préserver les monnaies, les perturbances d'un système monétaire international qui est effectivement extrêmement perturbateur. Avec le CFA, on n'a pas réussi à nous développer. Est-ce qu'avec l'euro, en gardant les mêmes principes, c'est-à-dire la parité fixe, plus la garantie avec la France, l'arrimage à l'euro, on n'arrive pas non plus à se développer du point de vue de la réelle économique? Mais ça aussi c'est très discutable. Ah oui? Mais les faits sont là. Mais non, lesquels faits? Aucun fait. Les gens l'affirment, mais aucun fait. On se développer. Mais on se développe. Pourquoi? On se développe parce que le CFA. Non, c'est pas un obstacle. L'obstacle, c'est notre système économique lui-même, qui constitue à vouloir continuer une accumulation productive sur la base de la rente minière ou de la rente agricole. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on continue de vivre effectivement simplement par l'exportation de matières premières sans industrialisation. Notre agriculture est absolument bloquée parce que... Mais non, ça c'est pas un problème de CFA, c'est un problème d'option politique. Oui. C'est-à-dire que depuis que nous sommes souverains, nous devions dire clairement que nous ne pouvons pas effectivement nous développer sans régler la question fondamentale de n'être que des exportateurs de matières premières. Mais ça c'est nous, c'est personne. Oui, mais c'est parce que aussi la monnaie avec laquelle nous échangeons est une... Mais non, attends, Baye. Oui. Le Nigeria n'exporte que du pétrole. Oui. Et le Nigeria avait une des agricultures les plus florissantes. Devient un exportateur net. C'est comme nous, quand on était une république de cacahuètes, on n'exportait que de l'arachide. Maintenant, ça se diversifie. Oui. Bon, j'ai dit, où se situe le problème? C'est dans la politique économique. Mais également le taux de change. Mais non, le taux de change exprime effectivement les capacités productives d'un pays. Oui. Mais tant que vous resterez précisément un exportateur de produits primaires, un importateur de biens variés, n'est-ce pas, souvent de biens industriels, voire même de biens alimentaires, vous aurez toujours ce qui constitue le problème fondamental de tous ces États-là, c'est-à-dire un déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements. Les deux choses vont ensemble, mais ça, il ne faut pas accuser la monnaie, il faut accuser précisément du moins on joue. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a des gens qui disent même la monnaie est un voile. La monnaie est un voile. Tant que vous ne réglez pas cette situation-là, au contraire, la monnaie viendra en quelque sorte comme un instrument qui va vous enfoncer davantage. Mais ici, dans le cas d'espèce, il va falloir parachever l'autonomie financière des petits pays africains. Oui. L'autonomie financière, cela veut dire quoi? Cela veut dire que de toute façon, nous n'avons pas une épargne qui nous permette nous-mêmes d'avoir des ressources au regard de du comportement de notre balance extérieure, notre balance commerciale extérieure. D'accord? L'épargne intérieure étant précisément nulle, mais enfin pas nulle, mais en tout cas chétive, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire, vous êtes obligé, si vous voulez vous développer, de recourir à l'épargne internationale, sous forme d'investissement direct étranger ou sous forme d'emprunt. Les investissements directs étrangers, de toute manière, c'est des capitaux qui circulent, mais qui ont besoin précisément d'avoir une vision très claire, une visibilité sur effectivement les risques pays qui peuvent se passer.
Si les gens savent, si les détenteurs de capitaux estiment que votre pays ira vers une faillite quelconque, ou en tout cas des dysfonctionnements ou des déficits plus importants, qui mettra son argent? Personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que vous pouvez faire manipuler de la monnaie comme ça? Mais ça aurait été facile. C'est-à-dire faire des émissions monétaires. Mais là, battre monnaie, comme on dit. Battre monnaie, mais le Mali a battu monnaie, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Le revenu dans la zone franc, sur la pointe des pieds, et on lui a fait payer très cher ce retour vers la zone franc. La Guinée-Bissau a fait la même chose. Le Zaïre, le Zimbabwe, je peux continuer. La planche à billets n'est pas effectivement un système qui peut développer. Si c'était ça, mais il y a longtemps que le Nigeria, le Ghana, tous ceux qui ont effectivement la planche à billets, vous pensez que de toute manière on peut le faire fonctionner comme ça? Ça va être la catastrophe. L'Allemagne l'a vérifié à telle enseigne que toute la rigueur de l'Allemagne en matière monétaire, ça a été de ne jamais accepter une inflation qui soit effectivement démesurée. Oui, une inflation démesurée pour vous. Mais alors, l'inflation en soi, aujourd'hui, la grosse crainte, c'est justement cette inflation. Mais oui, beaucoup... inflationniste. Vous n'en êtes pas un? Non. Vous savez, moi, en 1976, quand je présentais ma thèse, j'avais dit, au fond, nous pouvons imaginer un modèle de développement qui sera financé par, effectivement, un processus inflationniste. Mais j'avais mis des conditions qui étaient telles que ce serait effectivement un pays qui serait complètement déconnecté du système mondial. Et si vous avez l'inflation, une inflation, vous pouvez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Je vais écarter un problème très simple. La baisse du pouvoir d'achat. Déjà, le pouvoir d'achat est tellement faible, la pauvreté est tellement développée. Si vous allez mettre encore des politiques qui vont effectivement justement renforcer ou en tout cas détériorer davantage le pouvoir d'achat et augmenter la pauvreté, je ne sais pas qui va voter pour vous. Alors, et ça, c'est l'inflation est payée par les pauvres. Bien sûr. Non, c'est une protection des pauvres sur certains aspects. C'est une protection des pauvres. C'est-à-dire que ici, quand les gens parlent de l'inflation, je disais à l'époque, il y avait un des membres de mon jury qui était un néoclassique extrêmement militant. Il m'avait dit oui, mais à ce pas-là, vous allez effectivement détériorer complètement votre système économique. Et nous avons eu des débats très houleux sur cette question. Mais après, moi, j'ai dû corriger. Et j'avais pris référence à sur certains pays d'Amérique latine. Mais en réalité, aujourd'hui, vous ne trouvez pas au monde, dans le monde tel qu'il est ou tel que nous le connaissons, en Europe, en Amérique latine, en Asie, aucun pays qui ne lutte en permanence pour que l'inflation soit faible. Aucun. Oui, mais aujourd'hui, dans les pays... Pourquoi votons? Dans les pays de la zone franc, l'inflation est faible, apparemment. Comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais aujourd'hui, dans ces pays, dit-on, en santé bonne sur le plan économique, si on jette un regard sur le taux de croissance entre 6, 7, qui soit proche... Qui fait mieux? Oui, mais qui fait mieux? Qui fait mieux? Oui, mais là, professeur... Qui fait mieux? Oui, mais là, professeur, pour ces pays, le problème, c'est qui porte la croissance. Mais qui porte... Voilà, ça c'est bien. Très bien. C'est qui porte la croissance. Justement, si tu te demandes quels sont les déterminants de la croissance, c'est là où tu vas voir la mauvaise qualité de nos politiques économiques. Justement. Non, donc n'incriminons pas la monnaie. On va incriminer d'abord pour nos politiques économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple la croissance, je l'écris tout le temps. La croissance, c'est pas une boîte noire. C'est des secteurs déterminés. Le secteur qui apporte le plus à la croissance, c'est effectivement le tertiaire. Le tertiaire. Que ce soit les télécommunications, les transports, le commerce, etc.
mais ce n'est pas précisément des secteurs qui peuvent maintenir une dynamique de long terme. La dynamique de long terme ne nous viendra que par l'industrialisation. Et conséquences ici, conséquences pour ces pays à forte potentialité de croissance, vous avez vu le niveau de pauvreté. Mais oui, mais ça c'est partout en Afrique. Contraste aujourd'hui. Oui, mais qui règle le niveau de pauvreté? Qui le règle en Afrique? Personne. Aucun pays. Quelles que soient ces options monétaires, aucun. Et une fois encore, parce que les politiques économiques que nous avons ne peuvent pas précisément régler le problème de la pauvreté. Si aujourd'hui, nous avions fait une option de l'agriculture, tout le monde dit l'agriculture comme étant précisément le moteur du développement ou de la croissance. Mais au bout du compte, il faut industrialiser l'agriculture. Si vous ne l'industrialisez pas, vous ne pouvez pas effectivement vous en sortir. Et c'est ce qui arrive. En définitive, l'agriculture reste précisément une agriculture de subsistance presque, qui ne nous permet même pas de régler les problèmes vivriers avec lesquels nous sommes confrontés. Quel est le pays qui a une indépendance alimentaire aujourd'hui? Je ne dis pas seulement la zone franc, mais dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, rares sont les pays qui peuvent assurer une indépendance alimentaire. Mais si vous dites, nous allons précisément laisser les choses en l'état et développer l'inflation, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ça personne ne l'acceptera. D'ailleurs, l'Union européenne vous corrigera tout de suite en vous disant sortez donc et faites ça ailleurs. Ça, c'est pour être simple. Hein. Voilà. Alors, voilà donc ce qu'on peut dire sur ces choses-là. Vous savez, là, il y a une sorte de mythologie qui provient d'ailleurs d'une ignorance des mécanismes monétaires. Je me souviens de la phrase de Greenspan, qui est resté 17 ans. C'est le seul d'ailleurs, qui est resté 17 ans à la tête de la Réserve Federal Bank. Il disait dans les réunions monétaires, messieurs, si vous m'avez compris, c'est parce que j'ai mal parlé. Parce qu'il ne veut pas donner des signaux à la spéculation internationale. Regardez, avant qu'on y arrive, le Mexique, ça a été une catastrophe. Toute l'Asie, dans les années 90, jusque dans les années 90-96, nous avons effectivement ce qu'on a appelé la crise asiatique, etc. Mais ça a été justement dû principalement à la spéculation internationale. Pourquoi les Chinois s'en sortent? Pourquoi? Ils s'en sortent parce que les Chinois n'ont pas négocié avec les systèmes monétaires. Les Chinois, depuis 1976, quand le Deng a été aux États-Unis, il a négocié avec les multinationales. Mais autour de quoi? C'est-à-dire l'indexation entre leur propre monnaie, le yuan, et effectivement la monnaie justement des multinationales. En leur disant, vous pouvez gagner de l'argent chez nous, mais vous pouvez les rapatrier où vous voulez, c'est plus notre problème. Évidemment, les multinationales étaient partants dans ce jeu-là. Ils amassaient des profits extrêmement importants, les rapatrier ailleurs, peut-être même pas chez eux, en faisant jouer maintenant ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Alors, que le dollar vacille, ou en tout cas, mais ils ont trouvé une sorte de protection. Oui, mais on a toujours... Oui, est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui avec l'écho qui va arriver? Mais non, mais non, c'est pas... Protéger cet écho, mais bien sûr, on le protégera ça par les réserves que nous avons. Mais professeur, ces réserves, parlons-en. Le recouvrement, je vous parlais justement de ce recouvrement de cette réserve-là. Oui, mais est-ce que c'est un bien ou un mal? Mais c'est très bon signe.
Oui. Je dis, c'est très bon signe, mais ça n'appartient à personne, les réserves. Ça nous appartient. On a fermé le compte dans lequel ces réserves étaient versées, les 50% des réserves. Oui, les 50%. Maintenant, je dis, la somme brute des réserves, Oui. si vous y enlevez précisément la partie qui ne vous appartient pas, c'est par exemple, si vous y enlevez la partie due précisément aux entreprises, vous y enlevez la partie due que vous allez réserver justement pour des fluctuations de change comme ça, pour des risques de change, etc. Le reste maintenant, vous pouvez effectivement en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi je suis parmi ceux qui proposent. Et là encore, tout ce qui s'écrit, tout ce qui crie, ne propose absolument rien. Ah oui? J'ai dit, le surplus que nous avons, nous pouvons, il y a différentes possibilités d'utilisation dans nos structures internes. On peut les utiliser pour, par exemple, revaloriser et redynamiser précisément la bourse des valeurs. N'est-ce pas? C'est possible. Hein? Jusqu'aujourd'hui, nous avons précisément quelques entreprises, et maintenant qu'on parle de champions nationaux, c'est peut-être à ce niveau-là que l'on peut précisément avoir l'argent pour le faire. Ou alors, faire des placements au niveau de, par exemple, je prends la BOAD, je n'ai pas étudié ça techniquement, mais je soupçonne que la BOAD, la plupart du temps, emprunte pour prêter. Elle emprunte à l'extérieur pour prêter. Donc, cela veut dire que de toute manière, on peut alléger. On peut alléger précisément sa trésorerie en lui affectant une partie des réserves. D'ailleurs, si vous écoutez bien le discours de Tanon, il n'a pas dit autre chose. C'est-à-dire, évidemment, il a dit les réserves. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est le net des réserves. Le net des réserves, bon, ça va être une manne extrêmement importante. Retournons aux entreprises ce qui leur appartient. Retournons aux entreprises ce qui leur appartient. Essayons maintenant de trouver les meilleurs placements pour des surplus. Une fois encore, des surplus. Oui. Alors, mais professeur, vous avez parlé tout à l'heure en parlant de l'inflation, sur la maîtrise aussi de déficit de la dette, mais également de l'inflation. On avait parlé au niveau des pays de l'UMOA à 5%, on avait fixé à 5% l'inflation. Au niveau de la ZMAO, ça pouvait aller jusqu'à 10%. Alors, de ce point de vue, les 15 pays de la CEDEAO possèdent-ils les mêmes intérêts sur la question de la nouvelle monnaie? Mais les mêmes intérêts, je suis persuadé, ils possèdent les mêmes intérêts. C'est-à-dire que le reste, dès l'instant où les amarres sont coupées, mais discutons. Mais les monnaies, tout se discute aujourd'hui. Quelle est la force de la Chine? C'est sa capacité de négociation. Les Chinois, c'est extraordinaire. Ils sont flexibles sur toutes les situations à partir d'un ancrage sur effectivement leur politique nationale. La politique, je rappelle, il y a presque 2 décennies ou 3, on disait que la Chine n'allait jamais s'industrialiser. Hein, c'était pas possible pour eux. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la 2e puissance industrielle mondiale. Mais pourquoi? Mais ils l'ont fait à partir d'une option très claire. Le plan 2050, qui a été déjà tracé en 1976, a été effectivement appliqué et ça a permis précisément, si vous voulez, les résultats positifs qu'on a. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui, surtout quand on dit en fait que nous sommes prêts, et ce qui est un pas important, nous sommes prêts à travailler non pas dans des politiques de court terme, mais dans des politiques de long terme. Il faudrait qu'on essaie de voir comment modifier notre système productif. C'est là où se trouve le problème. Les gens bavardent beaucoup sur la monnaie, mais ils ne disent jamais comment on va faire pour que nous ne soyons plus des déficitaires. Comment on va faire
pour que l'hyperconsommation urbaine ne concerne que précisément l'élite. J'ai dit, écrit quelque part, l'élite asiatique est plus patriotique que l'élite européenne. Quand ils amassent de l'argent, ils mettent à l'extérieur. Ou alors, ils font des consommations assez luxueuses, n'est-ce pas, qui grèvent précisément la balance commerciale. Ça, c'est les élites, ce n'est pas les paysans. C'est pas les paysans. Alors, à partir de ce moment, je me dis, au fond, mais travaillons à modifier complètement, nos orientations de politique économique et nous mettre sur la voie de l'industrialisation. Oui. Alors, le salut est à ce niveau. Le salut est à ce niveau, mais surtout certains décideurs, professeur Moustapha Kassé, vous nous direz ce que vous en pensez, certains décideurs de la zone franc qui se reposent sur l'assurance de convertibilité illimitée de leur monnaie pour ne pas chercher à équilibrer leur balance extérieure ou conduire les réformes nécessaires au parachèvement de leur intégration économique régionale. Oui, mais le parachèvement de l'intégration économique régionale, c'est un long processus. L'intégration, parce que simplement, une fois encore, moi, j'étais le premier à avoir, le premier intellectuel africain à organiser une conférence sur l'intégration régionale à Dakar en 1976. Et j'étais celui qui a convaincu Sékou Touré à recevoir la deuxième conférence sur l'intégration que nous avons organisée à Conakry en 1983. Donc, l'intégration est un long processus. L'Europe a commencé quoi? L'Europe a commencé depuis la CECA, c'est-à-dire la communauté du charbon et de l'acier. Pourquoi? Parce que c'était là précisément si vous voulez, la partie la plus importante du système productif. Progressivement, ils sont passés par diverses étapes, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, ce que les dirigeants africains peuvent et doivent faire, c'est de modifier précisément les politiques économiques, de réorienter les politiques économiques, c'est-à-dire de les diversifier. C'est un impératif catholique. Un impératif. La monnaie ne leur apportera rien d'autre s'ils n'arrivent pas à régler cette question-là. Vous dites on va intégrer le système mondial, la monnaie, mais la monnaie, le taux de change, ça dépend de quoi? De ce qu'on vend à l'extérieur. Qu'est-ce que nous vendons à l'extérieur? Des matières premières qui se détériorent. Nous avons eu la chance d'avoir des embellis parce qu'il y avait une grande puissance qui était grande consommatrice de matières premières, c'est la Chine. Et bon, si bien que mais là, on a là une parenthèse. Si nous avons la possibilité d'avoir une monnaie flexible, nous pouvons composer avec la Chine facilement à nos intérêts, en protégeant nos intérêts. Mais non, mais pourquoi? La Chine achète tout son pétrole en Afrique avec des pays qui n'ont pas de flexibilité. La flexibilité ne leur apporte rien du tout. Ce qui va leur apporter, c'est effectivement d'avoir justement des matières premières qui, en réalité, peuvent dégager une surplus, une accumulation, laquelle peut être remise dans le système économique. Je m'explique. Tout système économique qui se développe à partir d'un système, un système productif. Le système productif maintenant dépend justement de l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, ça veut dire quoi? Si vous l'attendez de la rente agricole, les prix agricoles se détériorent, vous êtes en bas. Si vous l'attendez de la politique monnaie minière, les produits miniers se détériorent, vous êtes en bas. Ça veut dire que de toute manière, votre monnaie ne vous sauvera pas. Ça ne vous apportera rien du tout. Il y a des pays qui sont pauvres et qui vivent précisément sur des montagnes de ressources minières. Tous les pays qui ont eu précisément des réserves extrêmement importantes. Le Nigeria, c'est le pétrole.
une bonne partie des pays d'Afrique centrale, c'est aussi le pétrole. La Libye ou l'Afrique du Nord, la Libye, c'est le pétrole. Vous prenez un autre pays comme justement l'Algérie, c'est le pétrole. Oui. Moi, j'ai comparé. Attendez, je vais y arriver. Oui. Si vous prenez les réserves de ces pays, qui sont les plus importantes d'Afrique, l'Algérie a au moins 120 milliards de réserves, mais provenant essentiellement du pétrole. La preuve, quand les prix du pétrole ont dégringolé, alors, regardez ce qui se passe en Algérie. La Libye, la Libye avait 70 milliards de dollars de réserves, provenant principalement de l'activité pétrolière. Quand ça s'est effondré, le régime s'est effondré. Alors, bon, bien entendu, avec cette intervention de l'Occident, n'est-ce pas, qui effectivement estimait que Kadhafi était extrêmement gênant pour leur propre système. D'ailleurs, quand on a bombardé, on a bombardé Tripoli, c'était le seul, on était seuls, trois au Sénégal, il n'y a pas 4. C'était l'ambassadeur Cissé, Moustapha Cissé, ensuite Sidi à son âme, Sidi Lamine Niass et moi-même. Nous étions les seuls à lever le doigt, à dire en fait qu'il y a, on a prétexté comment dirais-je, le prêt arabe pour abattre Kadhafi, qu'on a passé dans l'intelligence des gens comme étant un gros dictateur, alors que Kadhafi a dû financer des opérations que les États n'auraient pas pu à eux-mêmes et en isolement. Alors, le pétrole, le Nigeria est dans des situations difficiles, mais c'est aussi le pétrole. Donc, nous ne pouvons pas former un modèle d'accumulation qui se fonde principalement sur des productions primaires. C'est-à-dire, il faut industrialiser. Quand on dit le Maroc, tout le monde est séduit par le modèle marocain, mais le Maroc s'industrialise, peut-être pas comme ça aurait pu se faire, mais en tout cas, le processus est lancé. Moi, je vois bien ce qu'on peut faire avec les Chinois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les Chinois? Les zones d'expansion économique, n'est-ce pas, que les Chinois ont imaginé et qui aujourd'hui pullulent dans le monde. Oui. Ça doit être précisément un moyen d'arriver à peu près à l'industrialisation. Alors, professeur Moustapha Kassé, oui, le problème, on a parlé de la parité fixe, on a parlé de l'arrimage à l'euro. Aujourd'hui, l'avènement de l'éco va donner quoi comme bénéfice pour les pays africains et quoi comme obstacle? Et quel est le chemin à prendre pour parachever le développement de l'Afrique, notamment de la zone UEMOA? Oui, avec l'éco, peut-être, l'Afrique, avec l'éco, peut-être, sa prétention n'est pas de développer l'Afrique, c'est de développer cette zone. Oui, cette zone, oui. Voilà. Alors, je me dis au fond, très rapidement, il faudrait précisément que les États se mettent au niveau, à telle enseigne que de toute manière, l'égalisation, ou en tout cas l'harmonisation, peut-être pas l'égalisation, mais l'harmonisation des politiques économiques se fasse à partir des critères de convergence pour que justement personne ne soit pénalisé. Mais là, c'est un problème que les techniciens sont armés pour régler. Les critères de convergence de la ZMAO ont été bien discutés, bien établis par précisément la MOA. Et bien transmis effectivement au service de chacune des banques centrales. Bon, ça c'est un premier problème. Si donc tout le monde se met à effectivement restructurer les économies nationales,
à telle enseigne qu'elles ne soient pas simplement des économies primaires, n'est-ce pas? Alors on aura fait un grand pas. Deuxième pas maintenant, faire en sorte qu'on règle la question précisément des déficits publics. Des déficits publics, déficit des finances publiques, déficit précisément en matière de sociale, etc. Parce qu'on ne peut pas développer une économie dans le déficit. Autrement dit, modifier l'environnement économique. Évidemment, la modification de l'environnement économique, si ça se fait, ça doit se faire avec précisément le secteur privé comme un moteur important. Quelqu'un a dit, on n'entend pas le secteur privé. Mais pas entendre le secteur privé. Le secteur privé ne peut pas prendre la responsabilité de vous dire, bon, les taux flexibles, les taux fixes, etc., sont plus avantageux ou moins avantageux. Je pense qu'aucun d'entre eux ne le dira ni aujourd'hui ni demain. Et pourtant, c'est précisément un des acteurs clés dans la création des richesses, un des acteurs clés dans le problème, la problématique lancinante de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Alors, à partir de ce moment, je dis, une fois encore, hein, moi, ce qui me nave, les gens ne savent pas apprécier le système mondial dans lequel nous sommes. C'est un système mondial qui est extrêmement écrasant. Et complexe. Dominé par un capitalisme financier rapace. Stiglitz a publié récemment un ouvrage dans ce sens. Il a dit l'économie de la cupidité. L'économie de la cupidité. C'est-à-dire, au fond, c'est le système qui est comme ça. Et nous ne pouvons pas être en marge de la mondialisation. C'est exclu. Personne ne rêve de le faire. Parce que, quand même, il y a une liberté de circulation, n'est-ce pas? Et surtout, je le réaffirme, nous avons la disparition progressive de toutes les frontières. Les frontières géographiques, les frontières institutionnelles, les frontières au niveau du recours précisément aux finances internationales, ou en tout cas aux capitaux internationaux, à cause de trois phénomènes qui caractérisent le monde aujourd'hui: la désintermédiation. Tout le monde peut accéder au système monétaire, soit en y plaçant ses surplus, soit en y empruntant, sans passer par un intermédiaire bancaire possible. C'est la déréglementation. Il n'y a plus aujourd'hui de règles contraignantes. Et c'est la dérégulation. La plupart du temps, il y a un affaiblissement des États que précisément le système capitaliste impose. Mais là, ce sont des champs. Voilà les champs sur lesquels nous devons lutter. Et qui sont des champs extrêmement importants. On a beau dire... Institutionnalisation, déréglementation et désintermédiation. Oui. Alors, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un espace mondial où effectivement il y a une sorte de libre circulation des capitaux, une libre circulation des biens et services. Il reste effectivement, d'ailleurs c'est la difficulté de l'Europe. L'Europe accepte tout sauf la libre circulation des hommes. On dit, bon, si vous n'avez pas une bonne tête, restez chez vous, n'est-ce pas? Ou alors allez mourir dans les océans. Mais en fait, c'est ça le problème. Il faut que nous travaillions un peu plus, que nous réfléchissions un peu plus sur notre système productif. Comment faire pour le transformer. Si vous prenez par exemple toutes les politiques économiques de ces dernières années, on dira la transformation structurelle est au cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, la transformation structurelle? Sinon que de toute manière, il faut changer complètement le fonctionnement de certains secteurs. L'Afrique a des productivités du travail très faibles. Que vous preniez tous les secteurs économiques. Je l'ai montré dans mon ouvrage qui s'appelle Les 5 défis de la croissance atone. Productivité très faible.
le travail, on ne travaille pas assez, on travaille mal. Deuxièmement, là, les ressources humaines sont très, très, très mal formées. Les recherches encore vraiment dans la catastrophe la plus totale, etc. Je dis, comment voulez-vous être compétitif dans ces conditions-là? Le FMI nous a leurré pendant longtemps en disant exporter, exporter. Mais on exporte quoi? On va exporter que les matières premières si on ne modifie pas le système productif. Alors, et tout n'est pas dans le taux de change selon vous. Mais tout n'est pas dans le taux de change. Et tout n'est pas aussi dans l'arrimage avec l'euro. Bien sûr. Où se situe maintenant la voie du salut selon vous? Parce que nous sommes également, professeur Moustapha Kassé, un continent d'espoir. Mais un continent d'espoir, à condition que de toute manière nous donnons les moyens de transformer cet espoir en bénéfice actif, en ayant des politiques économiques pertinentes au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur tertiaire, au niveau précisément de l'industrie. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, l'industrie c'est quoi? L'industrie c'est quoi? L'industrie ça apporte 12% dans la croissance. C'est très faible. C'est faible. Et je ne dis même pas, je ne vais pas trop loin en disant c'est quelle industrie et qui bénéficie de cette industrie. Alors ça ce sont des problèmes. Moi je pense que les problèmes que nous devons régler c'est à ce niveau. Tant que nous ne les réglerons pas, on ne sera pas dans le monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde darwiniste. C'est-à-dire un monde où tue pour vivre, sinon meurt pour permettre à d'autres de vivre. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire où tout se fait sur la base d'une compétitivité sans entrave. Donnons-nous les moyens d'y être. Et justement, l'écho, c'est dès 2020. Oui, nous sommes vraiment dans le temps. Mais bien sûr, moi je suis sûr que si les techniciens travaillent, la Banque centrale doit faire son travail, sortir un peu de son amusement là, et ensuite, je suis persuadé d'ailleurs qu'ils ont toutes les compétences pour pouvoir le faire. Parce que j'ai bien fréquenté cette institution. Je dis, tout ce qui en fait, n'est-ce pas, intervient. Oublie que la Banque centrale a publié 3 ouvrages fondamentaux. 3 ouvrages. Les 2 ouvrages, le premier ouvrage, c'est un ouvrage presque historique, qui retrace justement les péripéties de la BCEAO. Le deuxième ouvrage, c'est effectivement une évaluation, une appréciation de ce qu'ils ont fait. Le troisième ouvrage, ce sont les perspectives. Rares sont ceux qui ont lu cet ouvrage. Comment voulez-vous aujourd'hui, vous savez mieux comment faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous me dites, venez animer Sud FM, comme le fait Bayouma, mais vous êtes sûr que je vais être la dernière des radios en attendant d'apprendre. Les gens n'apprennent pas, n'apprennent plus. Ils ne réfléchissent plus, ils sont dans les slogans. Et malheureusement, ceux qui apprennent et ceux qui savent se murent et se taisent. C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Se murent ou se taisent. À partir de ce moment, les Européens nous manipulent comme pas d'eux. C'est-à-dire simplement, bon, on va prendre quelques figures médiatiques dont on ne sait d'où est-ce qu'ils sortent, et on les présentera comme les économistes qui ont tout cherché. Quand vous grattez, vous dites qu'est-ce qu'ils ont écrit? 0. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? 0. Alors, je me dis au fond, si nous donnons, évidemment le débat citoyen, il faut le mener. Mais quand même, le débat citoyen ne permet pas, moi, que j'aille intervenir en physique et chimie ou bien en médecine pour dire aux gens, voilà comment vous devez soigner les vôtres, etc. Intellectuellement, c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, je respecte bien les compétences. Je suis quelqu'un qui n'a travaillé que dans les compétences. Depuis 60 années, je ne suis qu'à l'université et rien qu'à l'université. Je n'ai fait que de l'économie et n'a fait que de l'économie. Les 3 quarts des citoyens de mon pays sont passés entre mes mains à l'économie. Je m'efforce, en me trompant peut-être,
mais de former les gens. Mais en respectant précisément Alors, professeur Moustapha Kassé, merci. En juillet, c'est justement l'échéance pour l'école. Oui. On peut seulement de préciser une chose. Oui. Pour les veilles de modification monétaire peuvent être des veilles de grande spéculation, de grandes attaques spéculatives. Rassurons nos peuples. Oui. En juillet, ce qui va se passer, de toute manière, ceux qui ont des CFA les transformeront en échos. Dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 655,96 francs. D'accord? Par rapport à l'euro. Oui. Alors, ce n'est pas une dévaluation. Ça, je ne dis pas qu'on écarte la dévaluation ou qu'on écarte autre chose, mais ça, c'est dans le futur. Mais maintenant, c'est ça ce qui va se passer. Et je termine en disant, la monnaie, c'est d'abord un rapport de confiance et de stabilité. Si vous voulez travailler avec la poche des autres, parce que votre poche est trouée et vide, je dis, de toute manière, vous devez répondre à quelques exigences. Lesquelles? Les exigences de sérieux, de compétences, etc., etc. Or, nous sommes habitués à dire la faute c'est les autres. Ça, c'est ce qui nous fait le plus mal chez les Africains. Ah oui, c'est là.